Quand le nom de la Palestine est mentionné, ce qui vient à l'esprit de certains est un État défaillant. Pour d'autres, un peuple tourmenté par des conflits religieux et ethniques constants, et pour d'autres, un des berceaux de l'islamisme radical. Mais pour avoir une image plus claire et donner une opinion plus critique sur le conflit incessant avec Israël, il est nécessaire de connaître l'histoire et les racines de ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Palestine. Voulez-vous connaître son histoire? Allez, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, il serait bon que nous fassions bien le statut actuel de l'État de Palestine. C'est un pays à reconnaissance limitée, reconnu par 139 des 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies. Alors que la plupart des pays africains, latino-américains et asiatiques le considèrent comme un État souverain, les États-Unis et l'Europe choisissent de le considérer comme faisant partie du territoire israélien, comme un soutien à l'État juif. De même, il n'est pas considéré comme un pays membre de l'Organisation des Nations Unies, mais il a le statut d'observateur permanent, tout comme le Vatican. En termes territoriaux, la Palestine est divisée en deux régions, la bande de Gaza et la Cisjordanie. Bien que tout le territoire devrait être gouverné par l'autorité nationale palestinienne, la première d'entre elles est sous le contrôle de l'organisation Hamas qualifiée de terroriste par 6 pays. La Cisjordanie, quant à elle, a un statut compliqué, divisé en zones avec différents types de contrôle de la part des autorités israéliennes et palestiniennes. Mais pour ne pas continuer à attiser, passons à l'histoire, et pour cela, il serait bon de remonter à l'origine du nom Palestine. On pense que ce toponyme, inventé par les Grecs, est une dérivation de l'ancien peuple des Philistins, qui ont habité depuis le XIIIe siècle à J.C. dans l'actuelle bande de Gaza et dont l'origine est incertaine, mais qui, selon la Bible, était l'un des nombreux peuples rivaux des anciens Hébreux. La langue philistine aurait disparu vers le IXe siècle avec ce J.C., lorsqu'elle a été remplacée par l'une des langues cananéennes, le phénicien ou l'hébreu. Ces derniers sont parvenus à inclure momentanément les territoires philistins dans l'ancien royaume d'Israël. Finalement, tant les Hébreux que les descendants des Philistins sont tombés sous le contrôle de divers empires tels que les Assyriens, les Babyloniens, les Achéménides, Macédoniens, Séleucides et finalement les Romains. Vers 140 avant Jésus-Christ, tout le territoire d'Israël et de Palestine a réussi à obtenir une brève période d'autonomie sous la dynastie des Asmonéens, qui serait conquise par les forces du célèbre consul romain Pompée. À la longue, le territoire a été transformé en la province romaine de Judée, nom qui provient du judaïsme, religion majoritaire adoptée par les Hébreux. C'est pendant cette période que Jésus de Nazareth serait né, probablement à Bethléem, situé dans l'actuelle Cisjordanie. Il se trouve que les Juifs ont mené de nombreuses révoltes contre les Romains, ce qui a finalement conduit à leur expulsion et à la modification du nom de la province en Syrie-Palestine, afin de la dissocier du peuple juif. La région, désormais sous le toponyme de Palestine, a reçu une attention particulière lorsque l'empereur Constantin le Grand a légalisé le christianisme après la bataille du pont Milvius. Hélène, la mère du dirigeant, a adopté la nouvelle foi et a visité la Palestine, lieu où serait né Jésus-Christ. Depuis lors, la région a réaffirmé son statut de terre sainte et est devenue un centre de pèlerinage pour les chrétiens, ce qui a apporté une période de prospérité, de sécurité et de développement en Palestine, tandis que la population locale se christianisait. Le territoire est resté sous domination byzantine après la chute de Rome. En 614, elle a été occupée momentanément par les Perses à la veille de l'arrivée d'une puissance originaire d'Arabie avec une nouvelle religion. En 636, toute la région du Levant méditerranéen est conquise par le califat Rachidoun, amorçant ainsi un processus d'islamisation et d'arabisation de la Palestine. L'intérêt de la nouvelle puissance pour la région est que son défunt prophète, Mahomet, serait monté au ciel depuis Jérusalem, plus précisément depuis l'actuel dôme du rocher, de sorte qu'elle serait maintenant également considérée comme terre sainte pour les musulmans, tout comme pour les chrétiens et les juifs. Ça sent les conflits religieux. Il est important de souligner que la conversion à l'islam a été progressive, car dans un premier temps,
À d'autres adeptes de foi abrahamique comme les chrétiens et les juifs, considérés comme dhimmi ou peuple du livre, on leur a accordé une tolérance religieuse. Quoi qu'il en soit, l'âge d'or de la Palestine en tant que centre religieux se poursuit jusqu'à l'ascension du califat Rachidoun, lorsque la région est oubliée et ensuite conquise par de nouveaux empires. Parmi eux, les Turcs, Seldjoukides, Fatimides, Mongols et enfin les puissances occidentales européennes lors des croisades connues, des guerres religieuses pour le contrôle de la Terre Sainte. En 1099 est fondé le royaume croisé de Jérusalem, un État de nature chrétienne dans l'actuel Israël et la Palestine, qui retombe sous le contrôle musulman en 1291 face au sultanat mamelouk d'Égypte. Ce dernier tomberait en 1517 face à l'empire musulman le plus durable, qui n'était pas d'essence arabe mais turque, originaire des steppes d'Asie centrale. L'Empire ottoman qui annexe tout le territoire de l'actuel Israël et de la Palestine, les rattachant à l'Eyalatou de Damas. Pendant cette période, l'islam est renforcé en Palestine, mais sans interdire d'autres religions comme le christianisme ou le judaïsme, tant qu'ils paient plus d'impôts. Cela a conduit de nombreuses personnes à se convertir à l'islam et à reléguer d'autres religions. Avec cela, nous avançons au XIXe siècle, lorsque en Europe est née une idéologie qui a été décisive pour l'histoire palestinienne. Le sionisme promulgué par Théodore Herzl, connu comme le père de l'État d'Israël, ce mouvement plaidait pour la création d'un État juif où tout ce peuple peut émigrer après des siècles de discrimination. Parmi les différentes options qui ont émergé, la plus entendue était la Palestine, étant rappelée comme la Terre Sainte aussi pour le peuple juif, car c'est là que le prophète Moïse aurait reçu les commandements de Dieu. C'est ainsi qu'après ces idées commence en 1881 la première Aliyah, ou immigration massive de Juifs en Terre Sainte. Rappelons que le territoire était toujours sous souveraineté ottomane, qui en 1872 avait divisé l'Eyalato de Damas en deux entités. Celle qui nous concerne est le Mutas Arifato de Jérusalem qui coïncidait approximativement avec les frontières actuelles d'Israël et de Palestine. Malgré les désavantages pour les religions autres que l'islam, une deuxième Aliyah a lieu en 1904. Cela culmine en 1915, lorsque la population juive sur le territoire était 13 fois plus grande qu'en 1800. Nous nous trouvons alors dans le contexte de la Première Guerre mondiale, lorsque l'Empire ottoman se bat du côté des puissances centrales contre les Alliés. C'est à ce moment que les Britanniques encouragent la célèbre révolte arabe dans les derniers territoires encore détenus par l'Empire ottoman au-delà de l'actuelle Turquie. Au cas où vous vous le demanderiez, le Royaume-Uni obtient ce soutien après avoir promis aux Arabes la création d'un État unique. Promesse qui n'a pas été tenue, car le traité de Sykes-Picot avait déjà été signé avec les Français, dans lequel les territoires arrachés aux Ottomans étaient divisés en sphères d'influence. Celui qui nous concerne est le mandat britannique de Palestine, qui comprenait déjà les frontières exactes de l'actuel Israël. Et pendant que cela se produisait, l'immigration juive depuis l'Asie et l'Europe vers la Palestine ne cessait pas, ce qui a conduit aux premiers affrontements internes entre juifs et musulmans, tels que le pogrom de 1920, les émeutes de 1929 et une révolte arabe en 1936. 3 ans plus tard, d'une part se termine la 5e et dernière Aliyah, après laquelle le nombre de Juifs dépasse les 600 000 et d'autre part, commence la Seconde Guerre mondiale. Pour beaucoup, cet événement rappelle le macabre Holocauste dans lequel 6 millions de Juifs ont péri. Après la défaite des nazis en 1945, l'Organisation des Nations Unies est créée, dans l'agenda de laquelle on a tenté de formuler une solution à la question des Juifs et des Arabes en territoire palestinien, qui a été décidée dans la résolution 181 pour la partition de la Palestine en 2 États, un arabe et l'autre juif. Logiquement, cela ne serait pas accepté par les Arabes musulmans, et un jour après, une guerre civile éclate dans le mandat britannique encore en vigueur. Au bout de 6 mois, l'État juif proclame officiellement sa souveraineté, ce qui donne le coup d'envoi à la guerre arabo-israélienne de 1948 à laquelle divers pays arabes comme l'Égypte,
La Syrie, la Jordanie, le Liban et l'Irak interviennent en faveur des Palestiniens arabes. Malgré leur énorme infériorité numérique, les groupes paramilitaires israéliens et les forces de défense naissantes d'Israël, soutenues par les États-Unis, parviennent à la victoire. Eh bien, à la fin, le soutien des autres pays arabes n'était pas si authentique, car au lieu de les soutenir indépendamment des territoires à majorité arabe qu'Israël n'a pas pu conquérir, ils sont annexés, la bande de Gaza par l'Égypte et la Cisjordanie par la Jordanie. Depuis lors, les Palestiniens, désormais identifiés comme un peuple arabe et musulman qui a habité dans le Mutasarifato d'Israël et son successeur, le Mandat de Palestine, sont restés sans État, et environ 780 000 d'entre eux qui vivaient dans des territoires capturés par Israël ont dû aller dans d'autres pays arabes. De son côté, l'État naissant d'Israël a approuvé la loi du retour qui encourage la migration de tous les Juifs du monde en leur promettant la nationalité. Quoi qu'il en soit, tous les pays arabes et la majorité des musulmans ont continué à ne pas reconnaître Israël comme un État souverain. Comme prévu, ils attaqueraient encore. Cependant, les Israéliens remportent de nouvelles victoires lors de la guerre des 6 jours et de la guerre du Yom Kippour, après lesquelles ils occupent la bande de Gaza et le Sinaï, la Cisjordanie, et les hauteurs du Golan d'Égypte, de Jordanie et de Syrie, respectivement. Dans ce contexte, un groupe de Palestiniens, fatigués de la situation, crée l'Organisation de libération de la Palestine, un groupe politique et paramilitaire parrainé par la Ligue arabe, et qui, comme son nom l'indique, se battra pour la création d'un État palestinien libre. Face à cela, Israël était conscient que malgré toutes les victoires militaires qu'il pourrait avoir, il avait besoin de soutien politique. C'est pourquoi, en 1978, les accords de Camp David sont signés. Dans ceux-ci, la péninsule du Sinaï est rendue à l'Égypte en échange de sa reconnaissance en tant que nation indépendante, ce qui a été crucial pour sa consolidation en tant qu'État souverain, au détriment des Palestiniens, bien sûr. En réponse, les attaques de l'OLP, réfugiés dans le Liban voisin, s'intensifient, ce qui conduit à l'invasion du Liban par Israël en 1982 suite à une tentative d'assassinat de l'ambassadeur israélien au Royaume-Uni. Après une nouvelle victoire, l'OLP est expulsé du Liban. Après tant d'années d'abus, le peuple palestinien lui-même en Israël se soulève quelques années plus tard lors de la première intifada ou révolte des pierres, en référence au fait que les jeunes Palestiniens utilisaient cet élément de défense contre l'armée israélienne. Après 6 ans de violence généralisée, les accords d'Oslo sont finalement signés en 1993 avec la médiation américaine. Dans ceux-ci, Israël et la Palestine étaient respectivement représentés par Isaac Rabin et par Yasser Arafat, leader de l'OLP. Lors de ce sommet, il a été convenu de créer l'autorité nationale palestinienne avec Arafat comme premier président, dans laquelle une certaine souveraineté est transférée à l'OLP sur la dernière serait divisée en 3 zones. A. Sous le plein contrôle civil et policier de l'autorité nationale palestinienne. Contrôle civil palestinien et militaire israélien. C. Plein contrôle civil et militaire d'Israël. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour atteindre la paix. Il se trouve qu'en 1987, un groupe de nationalistes palestiniens aux idées radicales et djihadistes avait fondé le Hamas, qui intensifie ses attentats suicides depuis 1994 en signe de rejet des accords d'Oslo. Cela a gâché les négociations ultérieures entre Israël et la Palestine, ce qui a conduit à une nouvelle escalade de violence. En 2000 commence une nouvelle intifada qui s'étend sur 5 ans et qui coûte la vie à 1000 Israéliens et 3300 Palestiniens, ce qui en fait le conflit le plus meurtrier de l'État juif. Après une nouvelle victoire, Israël ordonne la construction d'un mur à travers la Cisjordanie qui divise même la capitale Jérusalem. D'autre part, Israël se retire de la bande de Gaza. Le mécontentement du peuple palestinien face à la violence incessante se reflète dans les élections de 2006 où le groupe radical Hamas, principal porte-drapeau de l'antisémitisme dans le pays, remporte la victoire. Logiquement, les secteurs les plus modérés de la politique palestinienne n'ont pas accepté cela, ce qui a conduit à une séparation politique. Hamas contrôle la bande de Gaza et Fatah,
le groupe auquel appartenait la faction la plus conciliante, qui a été dirigée par Yassir Arafat. Logiquement, cela n'est pas passé inaperçu aux yeux des Israéliens, qui considèrent le Hamas comme une organisation terroriste, tout comme d'autres pays. En 2008 commence un conflit à grande échelle après une série de lancements de roquettes Qassam depuis Gaza vers le territoire israélien. Les représailles de l'État juif ne se sont pas fait attendre et se sont traduites par la destruction de villes importantes comme Gaza, Jan, Inis et Rafah, ainsi que par la mort de 1300 Palestiniens, la plupart d'entre eux étant des civils. Face à la persistance de la violence entre les deux parties, l'Organisation des Nations Unies intervient à nouveau, cette fois par le biais de la résolution 67-19 de 2012, où la Palestine est admise comme État observateur à la majorité absolue. Depuis lors, 138 pays ont reconnu la Palestine comme un État souverain, au détriment des intérêts israéliens. En 2014, un nouvel affrontement éclate dans la bande de Gaza, où 2300 Palestiniens, dont 70% de civils, subissent à nouveau les conséquences de ce conflit sanglant. Eh bien, au moins en Cisjordanie, où la faction la plus modérée gouverne, tout est en paix, n'est-ce pas? Eh bien, il se trouve que les Israéliens ne cessent de construire des colonies pour les Juifs dans les territoires de cette région. Logiquement, cela porte atteinte à la souveraineté des Palestiniens, de plus en plus en difficulté, même dans leur propre pays, sans parler de ceux qui sont encore dispersés en Israël et qui sont traités comme des citoyens de seconde classe. Pour cette raison, les conflits, les escarmouches et les protestations n'ont pas cessé des deux côtés du pays. La Palestine est donc un État défaillant et continue une lutte incessante dans un contexte complexe qui se prête à toutes sortes d'interprétations et d'opinions à ce sujet. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute qu'il y a encore des personnes innocentes qui continuent de subir les conséquences du conflit, sans espoir que ce cauchemar se termine à court terme. Comment pensez-vous que le conflit compliqué entre Israël et la Palestine devrait être résolu ? N'oubliez pas de laisser votre commentaire et de vous abonner à la chaîne. De plus, je vous laisse dans la description mes réseaux sociaux, et au cas où vous voudriez voir les nouvelles vidéos en avant-première et avoir une interaction plus grande avec moi, vos dons sur Patreon ou namanito.net ou membres de la chaîne sont les bienvenus. À la prochaine.